En Égypte, le procès des manifestants arrêtés lors du rassemblement en août 2013 des partisans des frères musulmans a livré son verdict. 56 personnes ont été condamnées à des peines de prison. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé, désigné il y a 2 semaines. Il s'agit d'une équipe fortement recomposée. En RDC, les Congolais semblent partagés au sujet de la gouvernance de Tshisekedi. Plus de 3 mois après sa prestation de serment, beaucoup s'impatientent de voir la concrétisation des promesses faites. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en République démocratique du Congo. Les citoyens semblent partagés au sujet de la gouvernance de Tshisekedi. Plus de 3 mois après sa prestation de serment, beaucoup s'impatientent de voir la concrétisation des promesses faites. On lui reconnaît cependant un certain nombre de mérites. Reportage. Depuis l'investiture le 24 janvier de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, le climat politique en RDC s'est apaisé, reconnaît-on unanimement. Cette première alternance sans effusion de sang a rassuré la communauté internationale, mais son résultat est contesté par l'autre opposant, Martin Fayulu, qui revendique la victoire avec 60% des voix. Impensable, sous la présidence Kabila, les manifestations de l'opposition autour de Fayulu pour la vérité des urnes sont aujourd'hui autorisées, encadrées et même diffusées à la télévision publique RTNC. Le patron de la redoutable Agence nationale de renseignement, l'indéboulonnable Caleb Moutonde, a été relevé de ses fonctions sans coup ferré. Des avancées en termes de respect des droits humains renchéries par la libération des prisonniers du mouvement citoyen Filimbi. Au plan judiciaire, la justice congolaise a annulé la condamnation à 3 ans de prison de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, puis a abandonné des poursuites à l'encontre de ses gardes du corps dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été lancées contre des policiers impliqués dans des répressions d'une manifestation estudiantine. Soupçonnés de corruption, des mandataires d'entreprises publiques et le ministre des Affaires foncières ont tous été suspendus. Des efforts certains qui cachent à peine quelques balbutiements inquiétants. Félix Tshisekedi, à ce jour, n'est pas encore parvenu à mettre en œuvre l'une des principales promesses de campagne. Déménager l'état-major dans l'est du pays où des dizaines de milices menacent les civils. Le président congolais n'a pas non plus exercé jusqu'à présent le pouvoir régalien par excellence d'un chef de l'État à qui la Constitution donne plein pouvoir, nommé le Premier ministre. En somme, la tâche reste immense, de même que les défis à relever. Du côté malien, ça travaille. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a en effet nommé dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé, désigné il y a à peine 2 semaines. Il s'agit d'une équipe fortement recomposée, marquée par la présence de plusieurs personnalités dans l'opposition. Reportage. La formation de cette équipe de 37 membres, outre Boubou Cissé, nommé le 22 avril, avec pour mission de former un gouvernement de large ouverture, fait suite à la signature le 2 mai d'un accord de gouvernance entre la majorité et certains partis d'opposition. Selon le communiqué publié par la présidence, cette ouverture se traduit notamment par l'entrée au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères de Thiébilé Dramé, directeur de campagne de l'opposant Soumaïla Cissé face à Boubacar Keïta à l'élection de 2018, mais signataire de l'accord. L'Union pour la République et la démocratie URD de Soumaïla Cissé avait en son temps annoncé qu'elle continuerait à animer une opposition constructive tout en se disant ouverte au dialogue avec le gouvernement. Le ministère clé de la Défense revient par ailleurs au général Ibrahim Dairou Dambélé, ancien chef d'état-major des armées sous la junte issue du putsch d'Amadou Sanogo en mars 2012. Poursuivi dans le dossier de l'assassinat de militaires opposés à ce putsch, il a vu son contrôle judiciaire levé en janvier 2018 avant d'être réintégré dans l'armée comme inspecteur général. Le Premier ministre Boubou Cissé, économiste de formation, conserve le portefeuille de l'économie et des finances, mais avec l'appui, cette fois, d'une ministre déléguée chargée de budget. Le prédécesseur de Cissé, Soumaïlou Maïga, avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement
moins de mois après la tuerie de quelques 160 civils Peuls à Ogossagou, au centre du pays, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Les participants à ces rassemblements ont accusé le gouvernement d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi celle de ses militaires. Au Sénégal, il a été adopté le week-end la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste du Premier ministre. Une initiative du pouvoir dénoncée par l'opposition et la société civile 2 mois après la réélection du président Macky Sall. Suite donc au vote de la réforme, plusieurs députés sénégalais se sont exprimés. Suivons quelques-uns. Cette réforme constitutionnelle n'est pas une réforme qui bouleverse l'équilibre entre nos institutions. Cette réforme constitutionnelle ne remet pas en cause cet équilibre, ne renforce pas les prérogatives du président de la République. Rien dans cette réforme ne renforce les attributions constitutionnelles du président de la République. Rien. Et personne ne peut le démontrer. C'est un recul démocratique. On ne peut pas concentrer tous les pouvoirs sur une seule personne. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Sénégalais, c'est que leur niveau de vie puisse changer. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est qu'il y ait plus de justice dans ce pays. Il sait pertinemment que le Premier ministre peut beaucoup apporter. Mais c'est sa volonté de boulimie du pouvoir. Il veut tout s'accaparer, tout mettre sur lui pour pouvoir diriger ce pays. En bref, et à l'image au Bénin, l'ancien président Boni Yayi, cloîtré à son domicile depuis les mouvements de protestation tragiques des 1er et 2 mai, a reçu enfin 2 semaines écoulées la visite de tous les leaders de l'opposition. Les chefs d'État Nicéphore Dieudonné Soglo, Candide Azaraï du parti Restaurer l'Espoir, Donclam Abalo de l'Union sociale libérale, USL de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavo, Eric Houndete des Foscori pour un Bénin émergent, était également présent et premier vice-président de l'Assemblée nationale 7e législature. À leur côté, le 4e secrétaire exécutif national adjoint de FCBE, Alassane Tigri, et Joseph Tamayon du parti Renaissance du Bénin originel. Venus pour s'enquérir des nouvelles du président d'honneur de FCBE, ils ont eu à réclamer la levée du dispositif policier et militaire des encablures du domicile de Boni Yayi et par la même occasion exiger la reprise du scrutin d'avril dernier. Plus de précisions avec Nicéphore Dieudonné Soglo, porte-parole de la délégation, et a effectué le déplacement au domicile de Boni Yayi. Je reviens pour la seconde fois ici et je constate qu'il y a encore des barrages, on a tiré partout. Il y a eu des morts, des blessés, mais au fond, la démocratie a le sentiment que le peuple noir, qui a connu 4 siècles de déportation, qui a subi, on peut dire, des agressions de l'Europe et du Moyen-Orient, on a décidé à nouveau de l'agresser de cette manière-là. Alors, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement enlève, au fond, tous les signes visibles de la répression, de la mort. Nous voulons circuler normalement, nous avons gagné et personne ne peut nous terroriser. Ça, c'est le premier constat, ça. On ne peut pas parler de discussion, de négociation, si vraiment on ne reconnaît pas la réalité. Des élections sans opposition, ça n'a pas de sens. Et notre peuple a répondu magnifiquement. On n'a pas suivi l'exemple algérien ni l'exemple soudanais. Les gens sont restés chez eux. Le constat est mondial. On doit tirer des conséquences de ça. Où nous retournons, parce que tout le monde est passé. Les Nations Unies, que ce soit le Nigeria, que ce soit enfin, tout le monde est venu. Et moi-même, je suis allé rencontrer le chef de l'État. Il n'a pas tenu ses engagements. Et le peuple a sanctionné clairement. Maintenant, il n'y a que 2 solutions. Ailleurs, ou alors vous acceptez vraiment de dire « errare humanum », on s'est trompé, on revient et tout le monde a... Bon. Ou alors vous démissionnez. Parce que quand le général de Gaulle n'a pas eu raison, il est resté à Colombey.
À quelques jours des élections générales en Afrique du Sud, le parti du président Cyril Ramaphosa a tenu un ultime meeting ce dimanche. C'était dans le stade Ellis Park au cœur de Johannesburg. Les images. Le stade Ellis Park, situé en plein cœur de Johannesburg en Afrique du Sud, vibrant au rythme et aux couleurs de l'ANC. Ce rassemblement est son dernier meeting de campagne, soit l'ultime chance pour le parti au pouvoir de booster ses troupes avant les élections générales. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la victoire, car nous allons remporter les élections mercredi. Nous nous préparons donc à l'avance pour les célébrations. Pourquoi vais-je voter pour l'ANC? L'ANC a de loin les meilleurs politiques. Ce sont les plus réalistes. Nous avons Cyril Ramaphosa qui parle d'unité pour unir l'ANC. Et en unissant l'ANC, on va évidemment unir toute l'Afrique du Sud. Je crois en lui aussi pour changer ce qui a mal tourné. Les Sud-Africains sont appelés mercredi prochain à élire leurs députés et les membres des assemblées des 9 provinces, des élections qui coïncident avec les 25 ans de la fin officielle du régime de l'apartheid. Selon les sondages, l'Alliance démocratique, deuxième formation du pays, est créditée de 15 à 25% des voix et l'ANC assurée de conserver la majorité à l'Assemblée nationale. Au Soudan, un manifestant est mort des suites de ses blessures subies lors d'affrontements ce week-end entre les forces de sécurité et des déplacés d'un camp au Darfour, dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite ce dimanche par des médecins. Reportage. Les heurts qui ont opposé samedi une foule de manifestants du camp de déplacés d'Attache aux soldats et forces paramilitaires à Niyala, la capitale de l'État du Darfour Sud, a fait un mort. Il s'agit d'un manifestant soudanais qui a succombé à ses blessures subies lors des affrontements. Son décès a été confirmé par un médecin d'un hôpital du Darfour où il avait été admis. Outre ce cas de décès enregistré, on dénombre également 4 blessés graves parmi les membres de l'armée et de la force de soutien rapide, une unité paramilitaire, lors de ces affrontements. Le Soudan connaît d'importantes manifestations depuis le 19 décembre dernier, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Avant le départ du président Omar el-Béchir le 11 avril, les services de renseignement et la police avaient tenté de disperser plusieurs rassemblements par la force, causant des morts parmi les protestataires. Mais depuis l'éviction d'Omar el-Béchir par l'armée, la plupart des rassemblements de protestation n'ont pas été réprimés. Le Darfour a été déchiré par un conflit qui a éclaté en 2003 lorsque des rebelles appartenant à des minorités ethniques ont pris les armes contre le gouvernement de Khartoum, à majorité arabe, l'accusant de marginaliser économiquement et politiquement leur région. De nombreuses personnes déplacées par les combats vivent encore dans des camps. En Égypte, le procès des manifestants arrêtés lors du rassemblement en août 2013 des partisans des frères musulmans a livré son verdict. 56 personnes ont été condamnées à des peines de prison, dont une à perpétuité. Plus de précisions à travers cet élément. À la barre, ils étaient en tout 66 personnes, toutes accusées par le parquet de troubles à la sécurité et à la paix publique, mise en danger de la vie des citoyens, résistance aux forces de police chargées de disperser le rassemblement d'août 2013, meurtre avec préméditation, port d'armes sans licence. Au terme de la plaidoirie, la sentence aura épargné juste 10 accusés qui ont été acquittés. Les 56 autres ont tous été condamnés pour avoir pris part au rassemblement des frères musulmans, mais avec des charges différentes. Dans le lot, 2 condamnations à 1 an, une condamnation à la prison à perpétuité et les 52 personnes restantes condamnées à 15 ans d'emprisonnement ferme. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste et des centaines de ses partisans ont été emprisonnés, exécutés ou contraints à l'exil. En 2018, Human Rights Watch avait dénoncé l'impunité dont ont bénéficié les forces de sécurité après la répression meurtrière des rassemblements de 2013. Les ONG accusent régulièrement l'Égypte de graves violations des droits humains, ne ciblant pas uniquement les islamistes, mais aussi les opposants laïcs, des artistes ou encore des journalistes. Le Caire a de tout temps nié ces accusations
évoquant un impératif de stabilité et de lutte antiterroriste. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.